to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un avis lecture spécial littérature asiatique. Il y a deux titres que j'ai lus pour le Cold Winter Challenge dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ma prochaine vidéo ça sera le bilan du Cold Winter Challenge, mais je ne vais pas les inclure, je vais seulement les mentionner, comme ça laisse de la place pour mes autres avis. Au total aujourd'hui j'ai 5 livres en littérature asiatique à vous présenter. Le premier dont je voulais vous parler, il s'agit d'un classique entre guillemets de la littérature japonaise, c'est La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, qui est un titre dont on entend beaucoup parler quand on parle justement de la littérature japonaise. Ogawa Ito, c'est quand même une auteure qui a fait ses preuves dans cette littérature-là, qui a fait beaucoup de livres. Ça c'est le seul titre pour l'instant d'elle que j'ai lu, je pense que j'en lirai d'autres. La papeterie Tsubaki, on va suivre en fait Atoko, qui est une jeune fille qui a été élevée par sa grand-mère dans la papeterie en fait familiale, la papeterie Tsubaki. Et depuis son plus jeune âge, on lui a toujours répété qu'il venait d'une famille très prestigieuse d'écrivains publics, qui avait travaillé même à la cour. C'est dans le sang, il faut prêter sa plume à d'autres personnes pour qu'ils puissent écrire des lettres et d'autres petites choses. Et elle a été vraiment enfermée un petit peu dans ce carcan familial, et elle était partie pendant des années et elle revient après le décès de sa grand-mère tenir cette papeterie qui reste quand même très importante à ses yeux, et c'est le début de notre récit. Faire un petit peu pour vous situer tout ça. Et donc Atoko a déjà prêté sa plume, c'est déjà arrivé, elle a déjà travaillé, c'est quand même une jeune femme qui est accomplie quand elle revient dans son petit village en plus du Japon. Donc c'est vraiment le village où tout le monde se connaît, c'était très agréable en plus sur ce point-là. Et du coup elle va prêter sa plume à des personnes qui vont se présenter, que ce soit pour une lettre d'amour, pour une lettre de condoléances, pour vraiment plein de choses. Et c'est un roman qui est assez fort et aussi assez sensible, je trouve, parce que Atoko prête sa plume du coup à d'autres personnes, mais en même temps elle doit trouver sa propre plume, ce qui n'est pas toujours évident quand on essaye de se mettre à la place d'une autre personne. Et du coup j'ai trouvé ça très émouvant aussi d'avoir son ressenti par rapport à ça, de devoir exprimer des émotions à la place d'une autre personne, essayer de ressentir ce qu'elle pouvait ressentir. Il y a énormément d'empathie dans ce livre. Et ça c'est bien écrit, c'est plaisant à lire, et en même temps vous avez des calligraphies, en tout cas des passages, des lettres qu'elle écrit. Alors est-ce que je vais pouvoir vous trouver un extrait? Voilà, donc c'est ce type d'extrait qu'on va avoir sur des lettres en fait qu'elle va écrire. C'est un livre aussi qui est découpé en 4 parties, une par saison. Donc il n'y a pas de chapitre en fait dans ce livre-là, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une suite qui s'appelle La République du Bonheur, voilà. Je vais voir. Je pense que je le lirai, mais peut-être pas tout de suite, parce que de toute façon j'en ai beaucoup d'autres à lire. Le deuxième livre que j'ai lu pour le Challenge Cold Winter, c'était Le Roi des Gyoza de Yoko Hiramatsu, illustré par Jiro Taniguchi, aux éditions Piquier. Ça a été pas une déception, mais j'ai pas forcément apprécié ma lecture au même point que La papeterie Tsubaki. En fait ce livre il va surtout plaire aux personnes qui adorent les documentaires alimentaires, j'entends. Vous savez, il y a toute une série par exemple sur Netflix sur la nourriture coréenne notamment, il y a le porc, le bœuf, il y a les nouilles, il y a vraiment plein de choses. Ça je pense que ça va vous plaire si vous aimez ce genre de documentaire où on est plongé dans la culture, où on a tous les types, tous les termes en fait utilisés, ça va vous plaire. Mais moi je suis partie dedans et j'ai dit ah ouais, c'est beaucoup trop dense, c'est hyper détaillé, c'est génial, mais c'est trop dense. En fait chaque chapitre c'est sur un plat. Par exemple, si je vous reprends, tac, on commence par le bol de riz au porc du mai. Et il va nous raconter le bol de riz de ses rêves, il va nous raconter tous les types de bols de riz qui existent et tous ceux qu'il a pu goûter. Donc déjà il y a énormément de descriptions physiques, il y a énormément de termes japonais, c'est génial, mais par contre voilà, ça vous perd assez facilement parce qu'il y a beaucoup trop de données et c'est énormément dense en fait. En l'espace d'un petit paragraphe, vous avez énormément d'adjectifs par exemple qui sont utilisés pour décrire un plat, énormément de termes, de nourriture, c'est agréable, c'est gourmand.
Désolée pour le lave-vaisselle qui termine de tourner. Mais voilà, c'était beaucoup trop dense. C'est pas le genre de lecture que vous allez rechercher si vous voulez vous détendre par exemple. C'est très enrichissant. Heureusement qu'on a aussi les passages de Taniguchi. Donc, alors je ne sais pas si c'est extrait du Gourmet solitaire parce que je ne l'ai pas lu. Mais ça y ressemble énormément. Désolée pour cette interruption, mais attendez-vous du coup à pas mal de descriptions. Moi j'ai bien aimé quand même parce que c'était hyper intéressant, mais c'est pas ce que j'attendais de celui. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup moins dense, plus léger, vraiment assez doux aussi au niveau de la plume et qu'on allait parler certes de nourriture, mais que ce soit sous la forme vraiment d'un récit et moins d'un essai culinaire en fait. Voilà. Ensuite, ça a été une très belle découverte. Là, j'ai testé une collection qui est assez récente aux éditions des Arènes. C'est la collection Common, K-O-M-O-N. Pour le moment, de ce que j'ai pu voir de cette collection, ça va être plutôt des récits de voyage avec des tranches de vie. Et c'est beaucoup tourné sur l'Asie. J'ai lu Comment je suis devenue japonais de Florent Dabadi. Donc c'est un écrivain français qui a vécu au Japon pendant des années. Florent Dabadi existe vraiment. Je pense que c'est quand même un peu autobiographique par rapport à tout ce qu'il a pu voir, tout ce qu'il a vécu, parce qu'on apprend énormément de choses sur ce monsieur qui a été très important pour le Japon pendant des années, notamment dans le domaine du sport. Je le connaissais pas du tout, Florent Dabadi, avant de commencer ce livre. Mais ce que j'ai bien aimé au niveau de la plume, c'est qu'on a vraiment l'auteur qui vient vous prendre par la main et qui vous fait faire un 180 en fait sur tout le Japon. On a quelque chose qui va vite, il ne faut pas perdre de temps, il faut voir les choses comme elles sont tout de suite et le plus possible surtout. C'est vraiment, ça reflète vraiment la vie japonaise, la vie professionnelle japonaise parce que l'auteur Florent Dabadi nous explique très bien, lui il arrive au Japon, il a vraiment cette idée très romantique, très idéalisée en fait du Japon et il débarque pour commencer à travailler là-bas mais en fait il y a une pression de fou. Et il le raconte vraiment bien. C'est un très beau témoignage qui nous explique voilà, comment c'est de travailler au Japon, comment c'est d'être employé de bureau au Japon surtout. Après, la pression aussi d'être toujours, d'être toujours correct, en fait, d'être toujours poli, d'être toujours à la hauteur des attentes des autres. Enfin, il y a vraiment une pression sociale et professionnelle qui est énorme. Et je trouve qu'il nous le raconte très bien dans ce récit. On a aussi un regard sur toute l'évolution du Japon parce qu'en fait ça se passe dans les années 90 et on a voilà, un changement économique, on a aussi la manière dont le sport a pu voilà, faire se développer le Japon au niveau international et du coup de ce point de vue là c'était assez frais, assez intéressant. Au niveau de la construction de ce texte, et bien dis donc entre les voisins, la vaisselle et l'avion, à tous les coups vous l'entendez pas mais moi je l'entends, c'est pas grave. Au niveau de la présentation et de la couverture, j'aime bien comment ils ont travaillé tout ça parce que vous avez quand même voilà, un petit logo, enfin pas un logo mais une illustration très simple qui fait d'ailleurs très japonais. Vous avez le titre, l'auteur et vous avez ici voilà, qui surligne en fait le titre en japonais. Je peux lire que le début, c'est Kono. Kono et après vous avez Shitamu no des, ok. Oui, donc à mon avis, Komonwa, je pense que ça c'est pour Japon. Enfin bref, j'essaierai un jour de vous le relire quand je serai plus avancée dans mes cours de japonais. Et en fait dans le bas de la couverture, c'est de ça dont je voulais parler surtout, vous avez quatre petites notes. Vous avez saveur, donc les saveurs vous avez star system, vie effrénée, touche de langueur, note de xénophobie. Dans le deuxième thème c'est les ingrédients, donc ville japonaise, voyage, football, médias, histoire d'amour. Et le troisième, conseil de dégustation d'une traite pour un shot de Japon. C'est vraiment très bien défini, c'est vraiment un shot de Japon. Et en fait, la quatrième phrase, c'est garantie sans ajout artificiel de clichés. Et j'aime beaucoup comment ils l'ont construit du coup cette couverture. La quatrième de couverture aussi ne dévoile pas trop le récit. En fait, on a vraiment une découverte qui est hyper intéressante et j'ai vraiment passé un bon moment.
Mais c'est vraiment un livre qui va très vite. Genre, si vous voulez quelque chose qui change, par exemple de la papeterie Tsubaki, où c'est très doux, c'est romanesque, je veux dire, c'est délicat, là, faut y aller maintenant. C'est vraiment l'inverse de la papeterie Tsubaki, mais c'est aussi un très bon livre à découvrir, donc aux éditions des Arènes. J'ai lu aussi La parfaite Tokyoïde de Jun Fujiwara. J'ai un tout petit peu moins aimé parce que je m'attendais à vraiment plus un récit pour le coup, et là on retombe dans la même chose en fait, où tu sais, chaque chapitre il y a un thème bien précis, c'était hyper intéressant aussi, mais j'ai un peu moins accroché à la plume, même si c'est voilà, une franco-japonaise aussi qui raconte. Et c'est aussi des petits textes comme ça, c'est des petits, c'est un petit format par rapport, si je vous prends le poche de chez Piquet, on est assez, voilà, on est assez similaire en termes de format. Au niveau du prix, par contre, là on est sur 15 €, ça reste quand même le prix presque d'un brochet, un petit peu moins quand même, mais presque. Mais voilà, une super collection à découvrir si vous ne la connaissez pas. Ensuite, on passe à deux autres lectures. L'une, c'était une nouveauté, et l'autre, c'est un titre que j'ai vu passer sur les réseaux. Je vais commencer par celui-ci, c'est La librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa aux éditions Hauteville. J'ai juste adoré ma lecture, je l'ai lu d'une traite, ça a été hyper rapide, je m'attendais pas à ça. On suit une jeune femme qui s'appelle Takako qui travaille voilà, dans une grande entreprise qui est quand même assez jeune, et depuis quelques années voilà, il se tourne autour avec son collègue, mais il a déjà quelqu'un en fait, et elle l'ignore. Elle le découvre en fait au début du récit parce que son collègue lui dit bah, je vais me marier, mais je vais me marier, ça ne l'inclut pas elle, et c'est là qu'elle comprend, elle tilte qu'en fait elle n'était jamais ça n'allait jamais être elle, et ça va totalement chambouler son quotidien au point voilà, qu'elle quitte son boulot, qu'elle tombe en dépression totale, elle passe ses journées à dormir. Et elle reçoit un coup de fil de son oncle un peu farfelu qui tient une petite librairie, la librairie Morisaki, et qui a besoin d'aide. Du coup, bon, elle a que ça à faire, du coup elle y va. Et là, elle découvre un autre univers. C'est une rue qui est peuplée de librairies, mais chacune a sa spécialité. La librairie Morisaki, si mes souvenirs sont bons, c'est de la littérature japonaise contemporaine. Et déjà, elle débarque dans ce monde-là, mais ça fait des années qu'elle n'a pas ouvert un bouquin. Surtout pas pour le plaisir en plus. Déjà elle va découvrir la lecture, et il y a vraiment ce premier... les premières notes quand on découvre un livre et qu'on n'arrive pas à le lâcher, qu'on découvre vraiment le goût de la lecture, on l'a dans ce livre-là, c'était très agréable. Et après voilà, on a la reconstruction aussi, c'est bourré de résilience, c'est agréable, c'est doux. On a aussi voilà, la promesse va y avoir plein de choses aussi pour Takako. Et c'est vraiment un très beau livre, je peux comprendre pourquoi il y a eu un emballement pour ce titre en fait sur les réseaux sociaux. Et ça se lit tout seul, il fait à peine 200 pages, il fait 189 pages ce titre quand même. Et c'était vraiment une très belle lecture, donc si vous voulez une lecture toute douce pour le printemps, avec ce côté voilà, on a tout perdu, mais on veut se reconstruire, on veut bouger, on veut changer les choses, on veut être une autre personne, ça c'est dedans. Et en même temps c'est de la littérature japonaise et c'est vraiment tout doux, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et ensuite le dernier livre de cette série qui n'est pas dans la littérature japonaise parce que jusqu'ici c'était le Japon dont je vous ai parlé. Il s'agit d'une nouveauté des éditions Piquet que j'avais énormément d'attentes sur ce titre et j'ai pas du tout été déçue. C'est Le Grand Magasin des Rêves de Mieli, aux éditions Piquet toujours, voilà. Et c'est une primo-romancière coréenne, voilà, qui a fait un carton en Corée. Et ça débarque enfin en France. Le Grand Magasin des Rêves, c'est, imaginez-vous, une jeune femme qui débarque, qui commence un entretien, qui prépare un entretien, pour arriver dans une très grande librairie. Sauf que c'est pas des livres qu'on y vend, c'est des rêves. Alors c'est pas une librairie, du coup c'est vraiment le Grand Magasin des Rêves, qui s'appelle... Bon, c'est pas forcément important le nom, je l'ai plus en tête. Mais du coup, on commence avec une jeune fille qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà ? Attendez, c'est Penny. Oui c'est ça, c'est Penny. Penny qui c'est d'ailleurs c'est intéressant comme nom, c'est pas. Penny qui au début du roman commence du coup à travailler son entretien dans un petit café. On découvre facilement que la ville elle est un peu étrange parce qu'il y a des chats qui s'appellent des Nocta, je sais plus. Comment ça s'appelle? Je vais vous le retrouver. Ah,
Et c'est des chats en fait qui habillent les dormeurs, parce que dans cette ville, tout est construit autour des rêves, à faciliter le sommeil au maximum. Et le problème, c'est que quand les dormeurs se réveillent, il arrive que certains, enfin se réveillent, se lèvent en fait pour aller chercher leurs rêves. Il arrive qu'ils n'aient pas de vêtements. Voilà. Et c'est des Noctiluca. Des Noctiluca, voilà. Des Noctiluca, c'est des chats qui sont chargés d'habiller les dormeurs qui se baladent dans la rue, qui sont un peu beaucoup dévêtus. Donc voilà, c'est une petite aparté et on comprend vite voilà, que cette ville et cet univers est construit sur les rêves. Il y a un conte, alors je vais essayer de vous le faire de tête. En fait, Penny, lors de la préparation de son entretien, le Noctiluca qui vient la voir lui dit mais lis plutôt ce livre, c'est l'histoire un peu qu'adore justement le directeur du grand magasin et ça raconte un peu notre ville, notre univers, comment il s'est construit. Et en fait, dans le petit récit, ça explique que vous avez le maître du temps qui avait 3 disciples. Et il a commencé à sentir sa faim arriver et il leur a dit bah voilà, vous avez le passé, le présent et le futur, choisissez. Vous avez le premier disciple qui est le plus fonceur, qui lui pense qu'au lendemain, il choisit le futur parce que pour lui il n'y a que ça qui importe. Faut savoir comment demain sera fait et pour lui voilà, c'est le futur. Le plus jeune, qui est le plus sensible, qui lui est le plus, on va dire, le plus douillet, qui adore le réconfort, va choisir le passé pour essayer de se remémorer voilà, tous ses bons souvenirs, tous les bons moments qu'il a pu passer. Et il reste le disciple du milieu. Et il lui dit, mais le temps du présent, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est quelque chose de tellement insipide, en fait, tellement éphémère, que ça correspond à rien. Moi, ce que j'aimerais, c'est le temps du rêve, le temps de la nuit, le temps des rêves, le temps du... Comment on dit, le temps quand on dort. Et du coup il dit très bien, bah, je te le donne. Et quelques années passent, bon, chacun est parti un peu de son côté et on se rend vite compte que dans le pays de celui qui a choisi le futur, en fait les gens ne se rappellent plus très bien du passé. Ils finissent par oublier parce qu'ils vivent trop dans le lendemain et du coup toutes les erreurs qu'ils ont pu commettre, toutes les choses qui pèsent sur eux, qui font ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils sont amenés à être, ça reste dans la ville, ça a embrumé toute la ville et du coup il y a vraiment ce nuage un peu de poussière qui reste dans cette ville tout le temps. Et du coup ils sont malheureux ces gens-là. Et dans la ville du passé, c'est aussi produit quelque chose, c'est qu'à vivre dans le passé, à vivre dans quelque chose de réconfortant, on oublie que le temps passe et qu'à un moment donné on doit partir. Et les gens sont tellement tristes de devoir affronter cette idée de la mort, le fait de dire au revoir à quelque chose alors qu'ils vivent dans le passé, qu'ils ont tellement pleuré qu'ils ont creusé une sorte de cratère où là il y a toutes les larmes en fait qui se sont réunies et ils se sont réfugiés dans une grotte pour essayer d'oublier tout ça. Et le maître du temps, en voyant tout ça et en sentant voilà, qu'il allait vivre ses derniers instants, il a été dans la ville du futur, il a récupéré un peu d'ombre, il a été dans la ville du passé, il a récupéré de l'eau, de ses larmes, et il est venu voir la personne qui s'occupait du coup du temps du sommeil, qui ne savait pas vraiment quoi faire encore pour ces personnes, parce que le temps du sommeil c'est là où le passé et le futur se rencontrent, et en même temps où on vit un moment qui est hors du temps. Et du coup le maître du temps lui offre, il a mis ça dans un petit bocal, les larmes et la fumée, il a tout mélangé, il lui a dit tiens tu donneras ça à tes dormeurs, c'est pour vraiment réunir les deux et qu'il y ait vraiment ce moment dans tes rêves, dans le temps du sommeil. Et il lui dit mais comment je vais les appeler? Et tu les appelleras des rêves. Et voilà, et ça c'est la petite histoire, moi j'adore, je trouve ça magnifique. Et bon, cette jeune fille est engagée dans ce grand magasin, on a vraiment la vie des grands magasins. Si vous avez lu Au bonheur des dames, voilà, et que vous avez bien aimé, ça fait écho un petit peu au bonheur d'une âme parce que on a vraiment ce quotidien des grands magasins, des grands vendeurs. Et à chacun des étages, vous avez plusieurs types de rêves, plusieurs types de vendeurs aussi un peu foufou. Et Penny va faire son petit chemin de vie là-dedans, elle va rencontrer les grands auteurs de rêves hyper connus, hyper célèbres. Elle va devoir les conseiller, enfin il y a vraiment plein de choses. Et ce que j'ai bien aimé dans ce titre, alors c'est possible que je sois passée aussi à côté, mais de ce que j'ai pu en discuter, c'est le cas pour d'autres personnes, c'est qu'on n'a pas une description très précise en fait des rêves comme ils sont, c'est juste que les dormeurs viennent chercher des boîtes qui contiennent des rêves. On ne sait pas comment ils les prennent, est-ce que c'est quelque chose qu'on boit, est-ce que c'est quelque chose qu'on mange, est-ce que c'est quelque chose qu'on met sur, je sais pas, un drap qu'on met sur soi, enfin je ne sais pas comment ils ingurgitent leur rêve en fait. Ça c'est quelque chose qui reste dans le domaine du rêve, qui n'existe pas, et ça contribue énormément au récit. En même temps on aimerait bien savoir, vous voyez, c'est un peu cette note là.
Et du coup voilà, on voit tout comment, on voit tout ce que Penny va traverser, tout ce qu'elle apprend en fait en quelques années. Et j'aime bien parce que c'est construit vraiment par passage, par thématique un petit peu les chapitres. C'est des chapitres qui sont quand même assez, on va dire, assez longs, mais on voit pas trop le temps passer, ça va. Voilà, si vous cherchez une très belle lecture voilà, pour ce début d'année, pour ce printemps, le Grand Magasin des Rêves, je pense que ça va vraiment vous plaire parce que c'est une belle lecture. C'est à la fois intéressant, on a envie d'y retourner et en même temps c'est doux et on peut vraiment prendre le temps pour le lire. Et il y a un petit côté un peu Ghibli qui est assez plaisant parce que le Grand Magasin, on est dans le domaine des rêves. Moi j'ai l'impression de m'être retrouvée un peu libraire dedans parce qu'elle vend des rêves comme je vends des livres en fait. C'est vraiment ah vous vous sentez pas très bien, vous voulez plutôt un rêve joyeux. C'est vraiment un peu ça. C'était excellent et j'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer d'autre parce que j'aime beaucoup sa plume. Après ça se sent aussi que c'est une plume assez nouvelle, assez fraîche. Il y a vraiment plein de bonnes intentions. Ça se sent aussi, donc j'ai hâte de voir aussi l'évolution de sa plume. Voilà. Et c'est tout pour mon avis lecture de littérature asiatique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu quelques-uns de ces livres. Je serais ravie de voir votre avis dessus et voir voilà, ce que vous en avez retiré. J'en profite aussi de vous faire cette petite vidéo pour vous annoncer qu'avec les sortilèges des mots, nous avons créé un groupe de lecture qui s'appelle l'Asie en livres, qui est un groupe spécialisé en littérature asiatique, donc que ce soit le Japon, la Chine, la Malaisie, Taïwan, tout ce que vous voulez. Donc on reste essentiellement sur la littérature pour le moment. Vous aurez des avis lecture, des présentations aussi des maisons d'édition ou des collections pour un peu vous aiguiller dans cette littérature qui peut être assez vaste et assez, on va dire, assez riche aussi. Et on a envie de vous faire découvrir plein d'autres univers qui sont dans cette littérature, dans ce continent. Et voilà, on vous a créé ce groupe de lecture. Si vous voulez nous rejoindre, si vous adorez la littérature asiatique, vous avez tous les liens en barre de description. Donc c'est l'Asie en livre. Et notre lecture pour ce mois-ci, c'est La joueuse de Go de Sancha. Ou Shansa. Je sais plus comment on se prononce. Et c'est direction la Chine pour le coup. Ça a été, en tout cas, c'est celle que vous avez choisie sur les réseaux. Voilà, donc c'est un groupe qui est tout neuf, tout nouveau, il débute. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour l'aventure et on vous fera découvrir plein de belles choses en littérature asiatique. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.